on va parler des complications hépatiques de l'obésité. Donc c'est un vaste champ et je vais essayer de vous convaincre que ces complications hépatiques de l'obésité sont un vrai problème de santé publique. Alors, oui, l'obésité, vous le savez, 50% de la population française est en surpoids et obèse, vont développer de différentes complications, dont ces complications hépatiques de l'obésité. Mais on va tout d'abord regarder exactement quel est le spectre de ces complications hépatiques. Donc ça va être l'évolution d'un foie normal vers un foie gras dû à l'accumulation des triglycérides dans les hépatocytes. Ce foie gras va évoluer vers une forme qui s'appelle la non-alcoolic steatohepatitis, qui est associée à de l'inflammation, à la présence d'hépatocytes ballonisés, qu'on peut voir ici, qui contiennent des corps de Mallory, et une augmentation de la souffrance hépatocytaire. Et l'inflammation et la souffrance hépatocytaire vont initier un processus de cicatrisation qui est la fibrose, dont le stade le plus avancé est la cirrhose, et dans certains cas, ça peut évoluer vers le cancer du foie. Alors, on va commencer avec quelques chiffres. En Europe, maintenant, la prévalence des NAFLD est autour de 23%, et on peut voir qu'aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 30%. Mais qu'est-ce qu'on entend par NAFLD? Regardons un peu mieux comment est la répartition de ces différentes atteintes chez les patients qui sont atteints de NAFLD. Donc ça, c'est une étude américaine et ils ont pu observer que 75 à 80% des patients qui avaient une NAFLD avaient soit une simple stéatose, soit une stéatose avec un peu d'inflammation, un peu de fibrose, mais pas de ballonnement. Et 20%, 25% avaient une NASH. Donc la prévalence, elle dépend de l'obésité, du diabète de type 2, du syndrome métabolique, une susceptibilité environnementale et bien sûr un facteur génétique et en particulier des polymorphismes au niveau du gène du PNPLA3 et du TM6SL2. Mais il faut souligner qu'à ce jour, il n'y a pas encore de traitement pharmacologique qui a vraiment fait ses preuves ou conseillé et qui manque encore des marqueurs non invasifs pour diagnostiquer cette inflammation. Alors pourquoi diagnostiquer cette inflammation? Il est important de souligner que l'évolution des maladies vont être différentes si on part d'un foie gras ou d'un foie avec une inflammation. Et il a été clairement montré que les patients qui avaient un foie gras, 4% vont développer une cirrhose. Par contre, un patient qui a un foie NASH, 20% vont développer une cirrhose. Alors, quels sont les facteurs prédicteurs de cette progression de cette pathologie? Ça va être le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'obésité, l'hypertension. On retrouve des facteurs génétiques, le genre intervient, l'âge, c'est un développement lent, et aussi cette dysbiose. Ce foie cirrhotique peut évoluer vers le cancer du foie, l'hépatocarcinome. 7% de ces patients vont développer un cancer du foie après 6 à 7 ans. Mais il faut aussi garder en tête qu'il a été décrit des hépatocarcinomes sur des foies non cirrhotiques, c'est-à-dire avec peut-être une évolution plus rapide. La mort liée au NAFLD, c'est plus associé à des problèmes cardiovasculaires, mais on peut quand même observer qu'il y a 9 à 15% de décès qui vont être dus à un dysfonctionnement hépatique. Et de façon impressionnante, la NASH devient la seconde indication pour la transplantation hépatique. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la physiopathologie et on va un peu regarder tout d'abord les mécanismes qui vont être impliqués dans l'évolution d'un foie normal vers un foie gras. Alors, il y a des mécanismes qui vont être
intra-hépatiques, mais aussi des mécanismes qui sont extra-hépatiques, qui comprennent le tissu adipeux, l'intestin et aussi le muscle, que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc je vais me concentrer sur ce tissu adipeux et cet intestin. Alors on sait que la prise de poids, développement du tissu adipeux, hyperplasie, hypertrophie des adipocytes, mais ce tissu adipeux est aussi associé à une augmentation de cette inflammation, recrutement ou modification de la polarisation des cellules immunitaires, telles qu'une augmentation de la polarisation des macrophages M1 pro-inflammatoires, un shift des réponses TH2 vers la TH1. Il y a d'autres types cellulaires qui interviennent. Et on a pu aussi mettre en évidence, Adeline Berthola avait pu mettre en évidence qu'il y avait un enrichissement en cellules dendritiques au niveau du tissu adipeux qui va favoriser cette polarisation des lymphocytes. Donc on se retrouve avec un tissu adipeux qui est dysfonctionnel, qui va sécréter moins d'adipokines anti-inflammatoires, plus d'adipokines pro-inflammatoires telles que le MCP1, le TNF-alpha, mais aussi est associé, dû à l'insulinorésistance, à une forte augmentation de la lipolyse et d'un flux, d'une sécrétion importante d'acides gras. Et cette sécrétion importante d'acides gras va favoriser le développement de la stéatose. En effet, dans cette étude, ils se sont intéressés à déterminer d'où venaient ces acides gras au niveau du foie. Et chez ces patients, ils ont pu observer que 60% de ces acides gras provenaient de la lipolyse du tissu adipeux, qu'il y avait 25% qui provenaient de la lipogénèse de novo et 15% de l'alimentation. Donc l'hépatocyte est confronté à ce flux d'acides gras, il doit manager cet apport excessif d'acides gras et des systèmes de protection vont se mettre en route. Élimination des acides gras via la bêta-oxydation, augmenter l'export des lipides via les VLDL, mais aussi diminuer la quantité d'acides gras libres en favorisant l'estérification et la synthèse de triglycérides qui sont des lipides neutres et qui vont être en plus stockés sous des formes de gouttelettes lipidiques. Et cette stéatose est vraiment un système de protection. Et ça a été clairement montré dans les modèles murins. Quand on prend des souris, on les challenge avec un régime riche en graisse, il va avoir un développement de stéatose, une augmentation de l'insulinorésistance. Maintenant, quand on bloque l'estérification, donc les auteurs dans cette étude ont bloqué la DGAT2, oui, on aura moins de stéatose, cependant, ça va être associé à plus d'insulinorésistance et à un développement de complications hépatiques plus sévères qu'est la fibrose. Dans une étude où ils se sont intéressés à l'export et à la synthèse des VLDL, ils ont invalidé MTTP. Il y aura plus de stéatose, mais dans ce cas-là, il y aura moins d'insulinorésistance parce que l'invalidation d'MTTP va activer des voies qui vont favoriser le stockage des triglycérides sous forme de gouttelettes lipidiques. Donc ces systèmes de protection, ça va être justement l'augmentation de la synthèse de gouttelettes lipidiques, essayer de tamponner les acides gras libres qui sont délétères. Il y a des processus aussi de macro-autophagie qui vont se mettre en place. Ce processus va éliminer les gouttelettes lipidiques, va éliminer des mitochondries ou le réticulum endoplasmique altéré, et il va avoir une augmentation de la respiration mitochondriale. Mais tout est une question d'équilibre et ces systèmes de protection vont être dépassés, qui va favoriser l'insulinorésistance, qui va diminuer les mécanismes hépatoprotecteurs et favoriser la lipotoxicité.
Facteur aussi important dans l'évolution de ces complications, de l'évolution de la stéatose vers la nage, c'est la qualité des lipides, avec cette notion de lipides qui vont être protecteurs ou des lipides qui vont être plus toxiques, tels que les acides gras saturés ou le cholestérol. Et c'est ce qui a été rapporté chez les patients, où dans le foie nage ces patients, il y avait moins d'acides gras oméga 3 polyinsaturés et qu'il y avait dans cette étude une dysrégulation de la voie du cholestérol avec une forte augmentation de la synthèse de cholestérol. Alors ces mécanismes vont favoriser l'évolution d'un foie gras vers un foie nage. Différents mécanismes sont impliqués et je vais me concentrer aujourd'hui sur le stress oxydatif, la mort des hépatocytes et la réaction immune, l'activation du système immunitaire. Alors, on va commencer par le stress oxydatif. Comme je vous l'ai dit, il y a ce système de protection où on va augmenter la bêta-oxydation. Cependant, il a été mis en évidence qu'il y avait une diminution de la respiration mitochondriale, qu'il avait été aussi proposé qu'il y avait une diminution de la biogénèse mitochondriale, qui vont conduire à une forte accumulation de réactifs oxygénés, qui va favoriser le stress oxydatif, la peroxydation lipidique, dysfonctionnement mitochondrial, des altérations au niveau de l'ADN. Et ces mécanismes vont favoriser l'insulinorésistance et la mort des hépatocytes. Pour illustrer ce dysfonctionnement mitochondrial, je vais vous parler de cette étude où ils ont regardé ce qui se passait chez des sujets minces versus des sujets obèses qui avaient ou non de la stéatose ou de la nage. Et ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que la respiration mitochondriale était augmentée chez des patients qui avaient une stéatose et que c'était un système de protection. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau d'un foie nage, oui, il y a plus de mitochondries. Cependant, ces mitochondries sont moins fonctionnelles, une diminution de la respiration mitochondriale et une augmentation du stress oxydatif. Mais pourquoi insister sur ce stress oxydatif? Parce que le stress oxydatif va jouer un rôle important dans la souffrance hépatocytaire. En effet, un stress oxydatif soutenu, un stress du réticulum endoplasmique soutenu, l'augmentation de facteurs tels que le TNF, TNF-alpha, FAS ligand vont favoriser la mort des hépatocytes. L'apoptose des hépatocytes va générer des corps apoptotiques qui vont être pris en charge par les macrophages. La phagocytose des corps apoptotiques par les macrophages vont activer ces macrophages, sécrétion de TNF, et donc il y a un cercle vicieux qui se met en place. De plus, ces macrophages activés vont synthétiser du TGF-bêta qui va favoriser l'activation des cellules stellaires, initier la fibrose et la synthèse de collagène. Pour mettre en évidence l'importance de cette apoptose hépatocytaire, différents groupes, dont notre équipe, se sont intéressés à un marqueur sérique de cette apoptose hépatocytaire, qui est le fragment de la kératine 18. Et Rodolphe Anti a pu mettre en évidence sur notre cohorte de patients obèses morbides que ce marqueur circulant était plus important chez les patients NASH par rapport aux patients qui avaient une simple stéatose ou qui n'avaient pas de complications hépatiques, et que l'association de ce marqueur avec les ALAT ou le syndrome métabolique permettait de diagnostiquer la présence de la NASH avec une R sur la courbe à 0,88.
De plus, on a voulu déterminer si la correction de la NASH était associée à une diminution de cette apoptose hépatocytaire. Alors, pour répondre à cette question, Anne-Sophie Schneck a suivi des patientes diagnostiquées NASH après la chirurgie, avec un suivi allant jusqu'au niveau de 4 ans, et ces patientes allaient avoir une seconde biopsie hépatique. Alors, ce qu'on a pu remarquer tout d'abord, c'est que le taux circulant des marqueurs de l'apoptose hépatocytaire était déjà diminué 1 an après la chirurgie et était maintenu à 4 ans après la chirurgie. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du foie, on peut observer qu'il y a une diminution de l'activité de la l'ACASPAS3 après la chirurgie. Et pourquoi insister sur cette cette apoptose et cette souffrance des hépatocytes? Parce qu'elles vont favoriser et activer le système immunitaire. Donc je vous ai parlé de l'apoptose des hépatocytes, mais l'apoptose hépatocytaire génère peu de DAMP, de Damage Associated Molecular Patterns. Mais la NASH est aussi associée à de la nécroptose, à de la nécrose, à de la pyroptose, qui vont générer une quantité importante de DAMP et qui vont activer le système immunitaire. Autre facteur important qui va activer le système immunitaire, ce sont les PAMPs, les Pathogen Associated Molecular Patterns, qui vont venir de débris bactériens ou de champignons. Et cette notion de tissu microbiota où le sang des patients pourrait être enrichi en débris bactériens tels que le LPS qui vont favoriser l'activation du système immunitaire, que ce soit l'immunité acquise ou adaptatrice, avec une augmentation de cette inflammation. Et les grands mécanismes qui ont été mis en évidence au niveau de la mise en place de cette inflammation hépatique, c'est des modifications de la polarisation des macrophages résidents, avec un shift anti-inflammatoire vers pro-inflammatoire, un recrutement des NKT, recrutement de macrophages et de neutrophiles, une diminution des T régulateurs, et un shift TH2 vers TH1, donc plutôt pro-inflammatoire. Il faut garder aussi en tête que les cytokines, les adipokines qui proviennent du tissu adipeux vont favoriser la mise en place de cette inflammation hépatique. Pour illustrer ce rôle important du recrutement des macrophages, nous sommes intéressés, ce qu'a fait Stéphanie Patoureau, sur le rôle de CD44. Alors, CD44, c'est une intégrine qui est fortement exprimée au niveau des macrophages et des lymphocytes actifs. Tout d'abord, on a pu observer chez nos patients que l'expression de CD44 était augmentée avec la NASH et que son expression hépatique corrélait avec la NASH. Alors maintenant, regardons ce qui se passe au niveau des modèles murins. On a pu observer que l'invalidation de CD44 va prévenir l'astéatose, l'accumulation de foyers inflammatoires, l'inflammation hépatique, et c'est corrélé à une diminution du recrutement des macrophages et des neutrophiles. Est-ce que CD44 pourrait être une cible thérapeutique? Donc pour répondre à cette question, nous avons pris des souris qui avaient développé une stéatohépatite. On a injecté un anticorps anti-CD44 pour neutraliser les cellules qui exprimaient ce CD44 et on a pu observer qu'il y avait moins de foyers inflammatoires, moins d'inflammation hépatique et cette correction était associée à une diminution du recrutement des macrophages et des neutrophiles. Comme je vous l'ai dit, il y a une source importante de molécules qui vont activer le système immunitaire, ce sont les pathogènes associated molecular patterns.
Et une étude récente se sont justement intéressés à déterminer ce qui se passait au niveau des cellules sanguines de patients obèses qui avaient ou non une fibrose. Donc l'équipe de Rémi Burcelin a regardé tout d'abord ce qui se passait au niveau de l'expression du 16S, au niveau des cellules sanguines, et ils ont pu observer que, un, on pouvait le détecter, et que, deux, il y avait une forte augmentation avec la fibrose. Ils ont retrouvé, après séquençage, qu'il y avait bien une dysbiose au niveau du sang. Et de façon intéressante, ils ont regardé chez ces mêmes patients les phyla au niveau du sang, mais aussi au niveau des selles. Et il y avait une modification des familles, de la représentation des différentes familles des bactéries. Dans les selles, on retrouve plus de Bacteroidetes et de Firmicutes, tandis que ces deux grandes familles sont peu présentes au niveau du sang, mais par contre, ce sont les Proteobacteria et les Actinobacteria qui vont être fortement présentes. Est-ce qu'il y a une modification en fonction des atteintes hépatiques? Oui, c'est le cas. Si on regarde pour les Actinobacteria, que ce soit au niveau du sang ou que ce soit au niveau des selles, il y a une diminution. Que pour les protéobactéria, il y a une augmentation en fonction de la fibrose. Et au niveau des selles, les firmicutes sont diminués et les bactéroïdetes sont augmentés. Alors, le dernier aspect, c'est est-ce qu'il y a des traitements pour cette NASH? Donc, je ne vous parlerai pas de la chirurgie bariatrique, on va vous en parler juste après. Est-ce que le bon sens ou les modifications du style de vie, est-ce qu'une diète et de l'exercice peut corriger la NASH? Oui, il y a des études récentes qui l'ont montré, mais je ne vais pas le développer. Je vais me concentrer sur donc, ces traitements pharmacologiques et surtout quels sont les targets qui sont envisagés. Donc le nombre de protocoles a fortement augmenté. Et parmi les différents targets, il y a cette voie du FXR qui est prometteuse qui pourrait agir sur l'inflammation, qui pourrait agir sur la fibrose et l'homéostasie métabolique, et aussi ces co-agonistes PIPAR alpha, PIPAR delta, qui pourra avoir un effet tant sur la stéatose que sur l'inflammation hépatique. Je voulais revenir sur la partie stress-oxydant. Moi, j'avais dans l'idée que quand il y avait une augmentation de l'activité mitochondriale, qu'il y avait plus de production d'espèces actives d'oxygène. Donc ça a l'air d'être un peu contradictoire par rapport à ça. Et donc la question que j'avais, c'est est-ce que vous avez regardé aussi tout ce qui est système de défense, c'est-à-dire tous les systèmes antioxydants, les enzymes qui sont impliqués, et est-ce qu'il y a des modifications? Oui, c'est une très bonne question et justement c'est une question d'équilibre. Est-ce que la voie antioxydante peut compenser cette fuite de protons et autres? Il a été montré qu'il y avait aussi un appauvrissement en glutathione qui pourrait favoriser justement la mise en place de ce stress oxydatif. Mais il était quand même surprenant chez des patients NASH dans cette étude, déjà de voir plus de mitochondries, c'était plutôt l'inverse qui était attendu, et qu'il y avait vraiment cette fuite de protons qui était augmentée et associée à ce stress oxydatif. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les meilleurs modèles animaux pour étudier Je vous reviendrai. Alors, c'est une question extrêmement difficile. Il faut savoir que les modèles murins au niveau des complications hépatiques, elles sont plutôt résistantes, je pense, par rapport à la fibrose. Donc il y a des modèles qui va être high fat, high fructose, mais il faut des traitements assez longs. Et l'avantage, c'est que ça va être associé à l'insulinorésistance, développement de stéatose, mais il faudra attendre bien plus longtemps pour avoir une vraie inflammation, c'est-à-dire un dérecrutement de foyers inflammatoires et un début de fibrose. Après, il y a le modèle MCD, donc c'est un modèle déficient en méthionine et choline.
Il est discuté, mais maintenant de plus en plus utilisé. Pourquoi? Parce que, chez les patients, il avait été montré qu'il y avait une déficience en choline. La choline joue un rôle extrêmement important pour la synthèse de phosphatidylcholine et de l'export des VLDL. Donc ça va bloquer l'export des VLDL, favoriser la stéatose, un appauvrissement en glutathione, donc en antioxydant, et va favoriser le développement des complications hépatiques assez rapidement. De plus, c'est associé à une insulinorésistance hépatique. C'est vrai que ce n'est pas associé à une insulinorésistance du tissu adipeux et du muscle, puisqu'il y a une lipolyse importante qui se produit chez ces souris. Et de plus, ce modèle comprend aussi des modifications des fonctions intestinales. Donc là, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais on a pu observer que, il y avait une endotoxinémia qui était bien plus importante chez ce modèle et qu'il y avait une modification de l'inflammation intestinale. Donc ça recoupe quand même les grands items qu'on peut retrouver. Mais bien sûr, utiliser seul ce modèle, non. Il faut utiliser en présence de high fat, high fructose pour mimer aussi cette composante insulinorésistante qui joue un rôle extrêmement important.